Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler des infrastructures agroécologiques. Alors moi, je vais parler plus précisément de la biodiversité dans les systèmes agroforestiers. Alors l'agriculture intensive, bon, on apporte des nutriments aux plantes cultivées à l'aide de fertilisants minéraux, on contrôle les bioagresseurs à l'aide de pesticides. Dans le cas de la pollinisation, si les pollinisateurs viennent à manquer à cause de pratiques, trop intensives, eh bien, on est assez démunis et ici, j'ai mis en exemple un cas en Chine où on est maintenant obligé dans certaines régions de polliniser manuellement, les vergers et donc la production agricole, elle repose largement, sur des intrants chimiques et ce mode de production a de larges impacts négatifs sur l'environnement et sur les sociétés qui s'étendent bien au-delà des exploitations. Alors, donc dans le cas de la Bretagne où je travaille, on peut bien sûr citer l'exemple de la pollution du littoral, par les algues vertes, qui est causée, par les fertilisants chimiques, par la dérive des fertilisants chimiques dans les cours d'eau et par les effluents des élevages intensifs. Il y a l'agriculture intensive est liée aussi à la déforestation qui est particulièrement dramatique dans certaines régions où elle est liée en plus à l'oppression des peuples indigènes. On n'en parle pas assez malheureusement aujourd'hui, même en temps de pandémie, mais le modèle agricole actuel, c'est une des causes principales de l'émergence d'épidémies et de pandémies sur ces dernières décennies. On entend souvent que l'agriculture intensive permet de nourrir le monde, mais en fait c'est faux, elle permet de nourrir une partie du monde et paradoxalement elle a même créé des problèmes de malnutrition et de surconsommation, à tel point qu'aujourd'hui il y a plus de personnes obèses que de personnes en sous-nutrition dans le monde. Et l'agriculture intensive a aussi affecté, la vie des agriculteurs, alors parfois en bien avec les progrès de la mécanisation par exemple qui rendent le travail plus facile, mais parfois en mal, notamment à travers l'isolation causée par, le remembrement et la réduction du nombre d'exploitations dans les campagnes, l'endettement ou les prix imposés par la grande distribution. Et enfin, ouais, non, c'était juste avant. Même lorsqu'un agriculteur, a la volonté de changer de modèle agricole, il va quand même se heurter à des difficultés, majeures. Par exemple, un manque de soutien de la part du gouvernement ou, quelque chose d'assez choquant, la législation sur l'usage et le commerce de semences qui est assez stricte et qui va à l'encontre des principes même de l'agriculture de pouvoir exploiter, la variabilité génétique des plantes. Donc, comment réconcilier la production agricole et la conservation de la biodiversité et aussi de notre santé, car tout est lié? Eh bien, il y a l'agroécologie qui repose principalement sur la diversification des cultures et sur les fameuses infrastructures agroécologiques dont on va parler aujourd'hui. Je vais y revenir juste après. Donc là, le principe global, c'est que le sol n'est plus perçu comme un simple support, mais c'est vraiment une entité vivante, très complexe, qui va apporter nutriments et santé aux plantes cultivées. L'objectif, c'est de contrôler au plus possible les bioagresseurs biologiquement, donc en favorisant leurs ennemis naturels, des prédateurs, des parasitoïdes. Et donc on assure la pollinisation en favorisant largement les pollinisateurs. Et donc la production agricole, au final, repose principalement sur les services écosystémiques fournis par la biodiversité. Donc le succès de l'agroécologie il repose en grande partie sur ces infrastructures agroécologiques qu'on peut définir comme des habitats semi-naturels, donc c'est-à-dire moins perturbés par l'homme qu'un champ cultivé. Donc des habitats qui sont maintenus, restaurés ou créés pour favoriser la biodiversité et les fonctions écosystémiques associées comme la pollinisation, le contrôle biologique des ravageurs, la décomposition de la matière organique, etc. Donc ici, j'ai mis quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif, mais ce sont les habitats, les infrastructures les plus étudiées et les plus utilisées à l'heure actuelle en agroécologie. J'en viens maintenant donc à l'agroforesterie, qui laisse une bonne place aux infrastructures agroécologiques, on va le voir. Et là, le principe, c'est de redonner aux arbres et aux arbustes, leur place dans les paysages agricoles, même plus, dans le fonctionnement, des agroécosystèmes. Donc, l'agroforesterie, tempérée ou tropicale, ça peut prendre des formes très variées et en fait, c'est juste limité, par notre imagination. Donc ici, j'ai mis quelques exemples. Et donc là, l'arbre ou l'arbuste ne sont plus perçus comme, une contrainte pour la production agricole, mais on pense qu'ils peuvent apporter bien des fonctions, depuis la diversification des productions jusqu'au stockage de carbone et en passant par la conservation de la biodiversité notamment. Je vais parler donc de 2 types de systèmes agroforestiers que j'ai étudiés. Premièrement, l'agroforesterie intraparcellaire que vous voyez en photo ici, qui est l'agroforesterie la plus moderne,
où finalement le champ est cultivé de la même façon que ce qu'on fait classiquement, et il y a simplement des rangées d'arbres dans les parcelles. Et ensuite, je parlerai du bocage. Donc, sur ces systèmes agroforestiers, moi, je me suis particulièrement intéressé à ce qu'on a appelé les linéaires sous-arborés, ou LSA. Je vais utiliser l'acronyme LSA pour aller plus vite pour le reste de la présentation. Donc, ce sont ces bandes de végétation herbacées que vous voyez au pied des arbres en agroforesterie intraparcellaire et qui sont le résultat de l'absence de travail du sol à proximité des arbres. Donc, vous voyez que ça peut prendre des formes très variées et c'est une composante à l'heure actuelle qui est encore assez négligée, même si elle a, on va le voir, un fort potentiel. Donc, sur ces LSA, comme pour toutes les infrastructures agroécologiques, on peut s'attendre à des effets négatifs sur la production ou des effets positifs. Dans les effets négatifs, on peut penser que les LSA sont des sources de bioagresseurs qui vont se disperser vers les allées cultivées, mais on peut aussi penser que les LSA sont un refuge pour la biodiversité et notamment une source d'auxiliaires comme des prédateurs ou des pollinisateurs. Donc, en lien avec cette question, je vais présenter une partie de nos travaux qui portait sur l'hivernation des invertébrés dans les systèmes agroforestiers. Et ça, ce sont des résultats qui ont déjà été publiés en 2019. Alors, pourquoi étudier l'hivernation? D'abord parce que c'est très peu étudié. Et en fait, le succès de l'hivernation va conditionner les populations d'invertébrés qu'on observe au printemps dans les champs cultivés. Alors, ah oui. Donc très brièvement, la méthode, on a travaillé au nord de Montpellier, au domaine de Restinclières, qui est assez célèbre pour l'agroforesterie. Et donc on a travaillé sur 7 parcelles agroforestières conduites en agriculture conventionnelle. Donc on a comparé les invertébrés hivernants dans les allées cultivées et dans les LSA, sous les arbres. Et pour ça, on a utilisé ces tentes à émergence que vous voyez en photo et qui nous permettent en fait de récolter tous les invertébrés émergents du sol et de la végétation sous chaque tente. Et donc on fait ça de la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été. Et le résultat principal qu'on a observé, c'est que les LSA sont des sites d'hivernation très importants pour les invertébrés. Donc ici sur ce graphique, vous avez l'abondance par taxon, donc là c'est identifié au niveau de l'ordre. Donc l'abondance par mètre carré dans les allées cultivées en gris clair et dans les LSA en gris foncé. Et là, vous avez tous les taxons qui sont représentés ici. Ce sont tous les taxons qui présentaient des différences d'abondance significatives entre les deux habitats. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 55% des taxons observés sur l'ensemble de l'étude qui étaient plus abondants dans les LSA, sous les arbres, avec des différences parfois énormes. Si on prend le premier graphique, par exemple, qui concerne les hétéroptères, donc il s'agit plutôt de punaises plutôt prédatrices, elles sont largement plus abondantes sous les arbres. C'est vrai aussi pour tous les arachnides, par exemple, acariens, araignées, opilions et pseudoscorpions. Et seulement 13% des taxons étaient plus abondants dans les allées cultivées. Ça concernait les coléoptères, les homoptères, qui sont largement représentés par les pucerons, et les myriapodes. Ensuite, on est allé plus finement, cette fois-ci en identifiant à l'échelle de la famille certains taxons. On a observé que les ravageurs principaux hivernaient principalement dans les allées cultivées et non dans les LSA. Donc c'était le cas des pucerons, des taupins et des limaces. Et seuls les escargots étaient plus abondants sous les arbres. Donc on a fait la même chose pour les auxiliaires au niveau de la famille. Donc là, les résultats étaient plus contrastés. Certains hivernaient principalement dans les LSA, c'était le cas des coccinelles, des chrysopes et des fourmis. Et d'autres hivernaient plutôt dans les allées cultivées, enfin étaient plus abondants dans les allées cultivées. C'était le cas des carabes, des staphylins et des cirfes. Sachant que là, pour les cirfes, on n'a observé que 2 espèces qui étaient très communes et capables d'hiverner dans les sols cultivés, donc le résultat n'est pas surprenant. Et pour les carabes, on est allé encore plus finement cette fois-ci à l'échelle de l'espèce, pour comparer en termes de composition, est-ce qu'on a des espèces différentes dans chacun des habitats. Et en fait, on observait là que ce sont les carabes qui sont les plus sensibles aux perturbations agricoles, qui dépendaient des LSA, qu'on retrouvait vraiment hivernant uniquement sous les arbres. Et c'était en particulier des carabes de plus grande taille, granivores, et qui hivernent à l'état adulte. Et en revanche, dans les allées cultivées, on trouvait de petits carnivores qui hivernent à l'état larvaire et qui sont très féconds. Donc même s'il y a une forte mortalité, ils vont quand même pouvoir se développer. Et c'est ça qui explique la plus forte abondance de carabes dans les allées cultivées. Mais ici, voilà, en résumé, dans cette étude, on voit que les LSA sont très importants pour l'hivernation de la biodiversité invertébrée,
qui ne sont pas tellement, a priori, source de ravageurs, en tout cas qui ne favorisent pas leur hivernation dans les parcelles. Et on voit que les espèces les plus sensibles dépendent des LSA et que finalement les deux habitats, le LSA et le milieu cultivé, peuvent être assez complémentaires, puisqu'on a, par exemple, chez les carabes, des régimes alimentaires assez différents. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie sur l'agroforesterie intraparcellaire et les invertébrés. Et j'en viens maintenant, sur la diapo suivante, au bocage. Et cette fois-ci, je vais parler de la flore des haies. Alors, la haie, on peut penser que c'est un élément incontournable des systèmes agroécologiques. Enfin, en tout cas, on en attend un bon nombre de fonctions. Mais toutes les haies ne sont pas égales et les fonctions qu'elles vont assurer vont dépendre de la structure de la haie, de sa composition en arbre, en arbuste et aussi de la flore basale herbacée qui se développe au pied des arbres et qui, encore une fois, dans le bocage comme dans l'agroforesterie intraparcellaire, est une composante encore assez négligée. Ces fonctions assurées par les haies, elles sont compromises par l'agriculture intensive. Ici, j'ai donné quelques chiffres sur la destruction du bocage en Bretagne. Donc, on a perdu énormément en surface totale de haies, mais aussi en connectivité entre les haies et entre tous les habitats du paysage. Et ça a de forts impacts négatifs sur la faune et la flore. Et enfin, un autre problème actuel, c'est la dérive des produits phytosanitaires dans les infrastructures agroécologiques de façon générale. Et dans les haies en Europe, sur ces dernières décennies, on observe une augmentation des espèces graminées et nitrophiles. Là, la question, c'était comment restaurer la flore des haies et en faire la flore herbacée et en faire un atout pour la conservation de la biodiversité et pour la production agricole. Donc, on a étudié une multitude de leviers à plusieurs échelles, à l'échelle de la haie, du champ directement adjacent, donc ça c'est l'échelle plutôt locale. Ici, on a une assez bonne connaissance déjà d'après de précédents travaux. Et en revanche, on a moins de connaissances concernant l'effet du paysage, l'effet du bocage et l'effet des pratiques agricoles comme l'agriculture biologique. Donc là, encore une fois, très brièvement, la méthode, on a relevé la flore sur 40 haies au sud de Rennes, dans la zone atelier d'Armorique. Et chaque haie est située à chaque fois à côté d'un champ conduit en agriculture conventionnelle, donc c'est les petits ronds bleus, ou en bio, les petits ronds jaunes. Et cet ensemble de haies est localisé le long de deux gradients paysagers indépendants, un gradient bocager, donc la densité de haies dans le paysage, et un gradient d'agriculture biologique, donc la proportion de bio dans le paysage, qui sont représentés ici par les parcelles jaunes. Donc on a relevé la flore dans chaque haie, on a fait 10 quadrats de 1 mètre carré sur des transects de 50 mètres, c'est notre façon de relever la flore. Et là, on cherche à expliquer la diversité végétale des haies et aussi l'abondance en adventices problématiques, je vais y revenir après, par différentes variables. Donc des variables locales, donc au niveau du champ, on a regardé le mode de conduite qui résume finalement assez bien les pratiques agricoles dans notre région, ce qu'on est en conventionnel ou en bio. Au niveau de la haie, on a mesuré plusieurs caractéristiques d'après précédents travaux, je passe très brièvement dessus. On a mesuré plusieurs variables paysagères, donc le bocage dans différents rayons autour de chaque haie, la proportion de bio dans le paysage également, et la proportion d'habitats semi-naturels, donc là, en excluant les haies. Donc là, ces habitats semi-naturels sont largement représentés par les prairies permanentes et les bois. J'en viens au résultat. Donc, parmi toutes ces variables qu'on a mesurées, c'était vraiment l'agriculture biologique à l'échelle locale, donc du champ directement adjacent à la haie, qui était le facteur majeur de diversité végétale des haies. Et ici, vous avez sur le graphique la diversité spécifique. Donc, c'est un peu plus que le nombre d'espèces. C'est à la fois le nombre d'espèces et l'abondance relative de chaque espèce. Donc, c'est une mesure de la diversité et on voit qu'elle est, voilà, on a plus 50% de diversité en bio. Et donc là, l'interprétation la plus commune, celle qu'on entend le plus souvent, c'est la dérive de produits phytosanitaires depuis le champ vers les haies qui va causer une eutrophisation. Donc ça va favoriser des espèces nitrophiles dans la haie. Mais aussi, on y pense moins, mais ça entraîne aussi une acidification. Et là, ça va favoriser les graminées au détriment des dicotylédones. Et il peut y avoir aussi de la mortalité directe induite par un traitement herbicide à proximité de la haie. Et nous, dans notre étude, je ne présente pas tous les résultats, mais on observe effectivement une dominance forte de graminées pour les haies qui sont à côté de champs conventionnels. Ce n'est pas le seul mécanisme. En bio, on a aussi des communautés adventices qui sont plus riches et plus abondantes, donc des espèces qui peuvent potentiellement se disperser vers les haies et alimenter la haie en espèces. Et il y a un troisième mécanisme
Et nous, c'est ce qu'on observe. On observe que ce sont les plantes entomophiles, donc qui sont pollinisées, qui ont besoin des insectes pour produire des graines. Ce sont ces plantes entomophiles qui bénéficient largement de l'agriculture biologique. Donc ça suggère qu'en fait, c'est pas uniquement de la perte de diversité en conventionnel, c'est pas uniquement de la dérive de produits phytosanitaires, c'est aussi un déficit en pollinisateurs. Alors un deuxième résultat intéressant, plutôt à l'échelle paysagère cette fois, c'est qu'on observe une interaction entre le mode de production, donc conventionnel ou bio, à l'échelle locale et paysagère. Donc ici, vous avez encore une fois la diversité spécifique en fonction cette fois du pourcentage de bio dans le paysage. Et donc, il y a deux choses que je voulais souligner sur ce graphique, deux choses intéressantes. Alors, premièrement, pour des agriculteurs en bio, même même lorsque la haie est localisée dans un paysage intensif avec peu de bio, ici seulement 15%, et ben on a quand même une très bonne diversité végétale. Ça veut dire qu'un agriculteur qui veut favoriser la diversité végétale dans son infrastructure agroécologique va pouvoir le faire s'il est en bio, même s'il est dans des paysages intensifs. Et la deuxième chose intéressante, c'est ça, c'est que pour des agriculteurs en conventionnel, ils vont bénéficier d'un paysage plus extensif avec plus de bio, ici 40%. Donc là, il y a plusieurs interprétations possibles sur ce résultat-là. Nous, on pense que c'est causé par la diminution de la dérive des produits phytosanitaires dans la haie. Si elle est entourée de champs bio, il y aura potentiellement moins de dérive, mais c'est aussi à l'échelle, il faut raisonner aussi à l'échelle du paysage. Il y a moins de dérives de produits phytos sur l'ensemble du paysage, sur l'ensemble des habitats, qui seront donc plus riches en espèces végétales. Et donc ça c'est ce qu'on appelle les dynamiques source-puits en écologie. Donc on pense qu'il peut y avoir un apport régulier d'espèces depuis les habitats alentours dans le paysage. Et même s'il y a une perturbation chimique locale, il y a toujours un apport d'espèces qui va compenser et maintenir une certaine diversité dans l'infrastructure agroécologique. Et enfin, on peut avoir une meilleure conservation des pollinisateurs. Il y a des études qui montrent qu'avec plus de bio dans le paysage, on a plus de pollinisateurs ou une meilleure diversité dans les champs ou dans les infrastructures agroécologiques. Alors j'en viens maintenant aux adventices qu'on a qualifiés de problématiques. Donc là, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture de Bretagne et on a un peu à dire d'experts, on a classé les espèces en problématiques ou non problématiques. Donc les problématiques étaient celles qui entraînent de fortes pertes de rendement, des impuretés lors de la récolte ou une obstruction des machines agricoles due à une biomasse trop importante. Donc, dans les problématiques, on retrouve des espèces que les agriculteurs aiment bien en général, le brome stérile, le gaillet gratron, le chardon des champs, la folle avoine, par exemple. Et dans les non problématiques, des choses qu'on va vraiment pas retrouver dans les champs cultivés ou très occasionnellement, par exemple le Nantes safrané, la marguerite commune, la germandresse corodoine ou la centaurée noire. Donc là, dans un premier temps, avant d'étudier comment limiter les adventices problématiques, on a regardé quels adventices étaient capables de coloniser les haies. Et là, vous avez sur ce graphique l'abondance et la fréquence de chaque espèce. Et on voit que pour les problématiques en rouge, il y a uniquement deux espèces qui sont capables, qui sont à la fois abondantes et fréquentes dans les haies. C'était le brome stérile et le gaillet gratron, en tout cas dans notre région. Donc j'en viens au résultat, cette fois-ci, parmi toutes les variables qu'on a considérées à l'échelle locale et paysagère, cette fois-ci, c'était le paysage qui était très important. Donc ici, vous avez l'abondance en adventices problématiques en fonction du pourcentage d'habitats semi-naturels, donc la quantité de forêts et de prairies dans le paysage. Et la première chose qu'on observe, c'est un effet positif de ces habitats semi-naturels sur la quantité d'adventices, donc ça c'est un résultat plutôt négatif, mais c'est uniquement lorsqu'on a peu de bio dans le paysage, ici 5% de bio. Dès lors qu'on augmente la proportion de bio dans le paysage, la relation elle devient inverse. Donc cette fois-ci, les habitats semi-naturels vont réduire la quantité d'adventices problématiques. Donc l'interprétation, c'est qu'en fait, lorsqu'on a peu de bio dans le paysage, mais beaucoup d'habitats semi-naturels, mais les espèces comme le gaillet et le brome, qui sont des plantes assez nitrophiles, assez compétitives, vont profiter de l'eutrophisation des habitats semi-naturels. Ça peut être des lisières de forêt, des bordures, des haies, et de la dispersion par les animaux, parce que ce sont des plantes dont les graines dispersent par les animaux, les chevreuils, les sangliers par exemple, qui sont favorisés dans des paysages avec beaucoup d'habitats semi-naturels. En revanche, quand on augmente la quantité de bleu dans le paysage, eh bien, on pense que des espèces qui sont sensibles aux perturbations agricoles vont pouvoir reprendre le dessus, et des espèces comme le gaillet et le brome ne seront plus dominants, et il y aura moins de risques de colonisation des haies par ces espèces. Donc j'en viens à la discussion.
Alors, avec cette deuxième étude sur le bocage, on voit qu'en adoptant une gestion locale et paysagère intensive, on s'enferme un peu dans une spirale négative où on va entraîner une homogénéisation de la flore avec la présence d'espèces problématiques. Ça va entraîner, enfin, il faut plus d'études là-dessus, mais a priori, ça va entraîner un déclin de la biodiversité et des pertes de fonction. Donc, on n'a pas ce qu'on attend d'une infrastructure agroécologique. Et ça peut même entraîner des disservices si on favorise des adventices problématiques dans les haies qui peuvent potentiellement se disperser vers les champs cultivés. Donc, pour passer vers un cercle vertueux, il faut une gestion locale et paysagère extensive, par exemple plus de bio. On voit que ça permet largement de diversifier la flore et donc, a priori, de conserver la biodiversité et d'améliorer les services écosystémiques rendus par ces infrastructures agroécologiques. Alors, donc, on voit que le bio, ça permet vraiment de profiter pleinement de ces infrastructures. Et ça ne veut pas dire que pour les conventionnels, il y a pas de solution. Il y a tout un ensemble de pratiques qui peuvent jouer sur la diversité et la composition des communautés végétales dans ces infrastructures. Et donc là, il faut plus d'études pour comprendre comment diminuer les disservices et comment augmenter les services. Donc là, je termine en donnant 3 perspectives. Ce n'est pas issu de mes travaux, c'est issu de travaux d'autres scientifiques, c'est de la recherche bibliographique que j'ai faite. Donc la première, une des premières pratiques intéressantes, c'est de maintenir des arbustes, dans ces infrastructures agroécologiques, au moins partiellement, au moins sur certaines, infrastructures. Pourquoi? Parce que la flore ligneuse est assez complémentaire de la flore herbacée et si on pense par exemple aux pollinisateurs et aux prédateurs, eh bien, la flore ligneuse va fournir des ressources florales, du pollen et du nectar, par exemple, plus tôt dans la saison. Donc, ce sont des habitats assez complémentaires. Faucher ou broyer la végétation, une pratique particulièrement efficace dans les cas où l'infrastructure est complètement eutrophisée. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette photo où le gaillet et la folle avoine ont complètement colonisé le linéaire. Et donc là, en broyant la végétation et en retirant la biomasse, voilà, c'est ce qu'on voit sur cette illustration que j'ai piquée d'un article scientifique. À gauche, on n'a pas peu d'azote, peu de dérives d'azote. On a une flore plus basse, plus diversifiée, avec plus d'inflorescence et des insectes associés. Et dès lors qu'on a un fort apport d'azote, bah, les graminées vont exploser et étouffer le reste de la végétation. Et là, si on décide de broyer la végétation, c'est très important de retirer la biomasse également pour permettre à la lumière d'arriver au sol, aux plantes de germer et pour éviter que les nutriments contenus dans ces graminées nitrophiles ne retournent au sol et favorisent à nouveau une flore nitrophile. La troisième solution, alors c'est élargir les infrastructures agroécologiques. Donc ça peut être particulièrement intéressant. Et alors, c'est déjà un cap énorme pour certains agriculteurs d'utiliser des infrastructures agroécologiques, en particulier s'il y a des arbres et des arbustes. Mais élargir les infrastructures, ça pourrait être intéressant. Alors, je donne plusieurs arguments. La première, non, c'était juste avant. Donc là, ici, vous avez le rendement en fonction de la distance à différents habitats, donc routes, champs, forêts, haies. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les forêts et les haies, donc les habitats arborés, c'est là où on observe les plus fortes pertes de rendement à proximité. Donc là, vous voyez, entre 0 et 10 mètres, c'est là où on observe voilà, le rendement, il passe de 8 tonnes par hectare à 4-5 tonnes par hectare. Donc ça, c'est dû à la compétition entre les espèces ligneuses et les cultures. Et donc, si on a des rendements plus faibles sur cette zone entre 0 et 10 mètres, pourquoi s'obstiner à s'en servir pour la production agricole et pourquoi ne pas s'en servir pour favoriser la biodiversité et les services écosystémiques? Donc, c'est ce qu'a étudié une étude, notamment que j'ai trouvé très intéressante. Donc ici, vous avez l'abondance en auxiliaires, donc pollinisateurs et prédateurs, en fonction de 3 cas de surface allouée, donc la surface du champ allouée aux infrastructures agroécologiques. Donc il y a 0%, on n'a rien donné pour les infrastructures agroécologiques, et 8%. Et on voit que c'est quand on passe à 8% que les auxiliaires explosent. Et donc là, ces auteurs sont allés un peu plus loin. Voilà.
Et alors justement, ils ont regardé donc le ratio de voilà, le rendement des parcelles par rapport au rendement régional. Donc il faut regarder par rapport au 1, est-ce qu'on est moins bon ou meilleur par rapport au rendement régional? Et donc on voit qu'en fait, même si on a perdu de la surface de production, et bien en fait, c'est compensé par une intensification, écologique, donc par les services rendus par ces oxydes. Voilà, donc j'en termine avec ma présentation et c'était vraiment un échantillon de la diversité de nos travaux, mais un livret qui résume ma thèse, que je vous transmettrai avec plaisir. Vous avez mon adresse mail qui est un peu plus complet et il y a aussi le site du RMT Agroforesterie, notamment l'onglet ressources pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'agroforesterie tempérée. Et je partage un recueil de livres de Jean-Henri Fabre qui m'a particulièrement marqué, qui était un naturaliste avec des connaissances sur la biodiversité et un sens de l'observation hors norme et je vous remercie pour votre attention.